Bonsoir à tous en tout cas. Putain, c'est cool, merci, c'est gentil d'être là. Du coup, j'attends. Ouais, non, je vais commencer tout de suite. Bon, déjà, donc moi, je suis pas non plus un scientifique ou quoi que ce soit, donc je vous conseille tout ce que je vais dire ce soir. Je vous conseille d'aller quand même vérifier par vous-même, parce que donc bon, bah, on utilise tous Internet, donc il faut, il faut que de votre côté aussi vous prenez pas seulement mes dires, ce que je vais raconter comme argent comptant, et que vous allez aussi chercher par vous-même, approfondir les sujets pour éviter tout problème, pour en savoir plus. Parce qu'une des clés, de toute façon, c'est l'information. Donc oui, vous dites psychoactif, ouais, ben voilà. Donc déjà, si j'ai... Ce serait une des deux gros plateformes françaises que j'aurais à recommander, bah, c'est Psychoactif, Psychonautes, et aussi Technoplus, qui est présent sur Facebook, qui a aussi un site web, il me semble. Donc là, clairement, ce serait déjà les grosses bases francophones que je pourrais recommander. Ensuite, s'il y a des anglophones, bien évidemment, il y en a plein d'autres, dont Reddit, qui est aussi super pour ça, parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs quotidiennement, vous pouvez poser toutes vos questions. Donc voilà, c'est pas mal. Sinon, déjà, donc voilà, là, les petits lives RDR, ce sera pour... bon, il y a beaucoup de substances, donc ça va être dur de tout couvrir en une seule fois. Il y a il y a beaucoup de modes de, d'ingérence différents, donc ça va être dur de tout résumer en un seul live. Donc bon, c'est pour ça que je les ai numérotés, hein. On va peut-être en faire plusieurs. D'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, à n'importe quel moment, je peux prendre le temps d'y répondre. Donc aujourd'hui, on va essayer déjà de parler de quelques produits et on verra pour les prochaines fois. Donc déjà, quels que soient les produits, c'est un peu une des choses les plus importantes, c'est ce qu'on appelle le set and setting, c'est-à-dire votre état lorsque vous prenez un produit, lors de la prise, et le lieu dans lequel vous êtes. Déjà, évidemment, enfin, à l'idéal, hein, il faut se sentir bien. Il faut même pas être trop fatigué. Il faut avoir bien sûr mangé. Il faut donc être dans un état de forme optimal avant toute prise de drogue. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on conseille. Bien sûr, des fois, ça se passe pas comme ça se passe différemment. Mais en tout cas, à l'idéal, il faut être dans un bon état d'esprit. Il faut en avoir envie, bien sûr, jamais se forcer pour quoi que ce soit. Il faut éviter de suivre une tendance de groupe, ou si, bien sûr, si vous n'avez pas envie de consommer quoi que ce soit, eh bien, abstenez-vous. Parce que c'est là où les mauvaises expériences peuvent arriver, ou même des expériences assez dangereuses, même si on va essayer de diminuer les risques, notamment via ce live. Ensuite, donc ça, ce sera plutôt ce qu'on appelle le set. Bien sûr, si vous êtes blessé ou quoi que ce soit, ou là, clairement, c'est plutôt toute prise de drogue est plutôt à déconseiller. Ensuite, par rapport au setting, donc là, c'est plutôt l'environnement autour de vous. Pour une première expérience, je déconseillerais même si souvent ça se passe comme ça, de la faire dans un milieu festif, dans un club, dans un festival. Bon, parce que tout simplement, ça va être dur de contrôler tous les paramètres extérieurs, et vous allez devoir interagir sûrement avec des gens, peut-être prendre des transports en commun. Idéalement aussi, toujours être avec des personnes de confiance, des amis, parce que imaginons que ça se passe plus ou moins bien, ces amis vont vous permettre de vous guider. Donc idéalement, on va dire, c'est mieux s'ils sont sobres, ou au moins s'il y a un sitter, quelqu'un qui est pas forcément sobre, mais au moins lucide, qui pourra, dans tous les cas, vous aiguiller, vous aider, vous calmer, ou alors tout simplement rigoler avec vous parler calmement. Voilà, donc il y a quelqu'un dans le chat qui dit la première prise, juste une après-midi entre potes, dehors. Ouais, mais après, ça dépend où. Ça dépend où dehors. Par exemple, si c'est dans un parc, que vous êtes plutôt tranquille, que vous êtes à l'écart des autres personnes, que, en gros, il n'y a personne qui va venir vous déranger, vous allez pas devenir parano ou quoi que ce soit. Là, effectivement, ça passe plutôt bien. Mais par exemple, si vous devez prendre des transports en commun, là tout de suite, ça devient plus difficile, parce que vous allez avoir la paranoïa qui monte un peu plus. Donc c'est pas le mieux. Oui, c'est normal qu'il y ait des sites qui vendent de la salvia librement, parce que ce n'est pas une drogue qui est interdite. Donc c'est pour ça que tu peux l'acheter plus ou moins librement. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il serait intéressant aussi d'une fois de faire un live, ou même des vidéos sur la protection des gens sur Internet, et notamment sur le Deep Web. Parce qu'aujourd'hui, donc ça, on va en parler plus tard, mais clairement, il y a beaucoup d'avantages à acheter sur Internet par rapport à le faire dans la rue. Parce que tout simplement, en termes de qualité et de prix,
Il y a une grosse différence. Mais aussi, il y a des écueils à éviter sur le deep web et par exemple tout ce qui est protection des données, protection de votre anonymat qui sont très importants. Bon, après, c'est assez technique. Et clairement, ça, je peux pas le faire. Enfin, ouais, non, je peux pas le faire sans notes. Donc, clairement, et puis, c'est pas le thème du live aujourd'hui. Mais ouais, bref, voilà. Donc, déjà, le set and setting, très important. Ensuite, est-ce que vous avez envie de commencer avec une substance en particulier ou alors après, moi, je peux choisir aussi de mon côté. C'est comme vous voulez. Mais ok, alors on va commencer avec une des plus courantes en milieu festif, c'est la MDMA. Ouais, ok, on va partir sur l'Exta, mais d'abord un petit mot sur les RC. Donc déjà, tout simplement, RC c'est l'acronyme le diminutif de Research Chemical. C'est tous les nouvelles drogues de synthèse en fait, parce qu'il y en a énormément, il y en a plusieurs centaines et chaque année il y en a des nouvelles. Et en fait, leur origine, elle peut s'expliquer très simplement. C'est parce qu'en gros, vu que les drogues interdites dans les différents pays, dans les communautés internationales, elles sont listées en fait. Et du coup, par exemple, s'il y a des chimistes qui reproduisent une molécule presque à l'identique, mais qui est quand même un petit peu différente, du coup, cette drogue ne sera pas interdite. Donc, ça permet du coup, d'avoir un panel de drogues qu'on peut acheter librement, en fait, sans souci, et on n'a rien à craindre de la police ou quoi que ce soit. Donc, c'est pour ça que les Research Chemicals sont développés. Et c'est pour ça qu'il y en a tellement aussi, parce que du coup, ils se rapprochent de certaines des substances les plus connues, mais elles sont différentes, ils ont des effets différents, des fois ils sont plus dangereux, ils peuvent durer plus longtemps. Donc il faut s'en méfier, même si vous pouvez trouver pareil des guides en ligne, des expériences déjà d'utilisateurs qui les ont déjà essayés. Du coup, ça permet facilement de s'y retrouver, même si bien entendu, ça reste jamais simple. Ah ouais, peut-être aussi un autre truc avant de commencer sur un produit en particulier. Je vous conseille dans tous les cas au maximum, si c'est possible, de tester vos produits. Aujourd'hui, il existe des kits de test qu'on peut acheter en ligne. Ça coûte pas si cher que ça et ça peut carrément sauver des vies et surtout ça peut vous aider à consommer de manière plus raisonnable ou en réduisant des risques. Donc ça aussi, je vous enjoins à le faire au maximum, même si bien sûr, je le sais d'expérience que des fois ce sera pas possible parce que vous n'en aurez pas sur le moment. Voilà. La mescaline, ouais, pourquoi pas, mais je pense qu'on va partir sur la MDMA et l'Exta au début pour commencer parce que c'est une des plus répandues. Donc voilà, de toute façon le principe actif, ça je l'avais déjà dit dans ma vidéo, mais donc de la MDMA et de l'Exta c'est la même chose, c'est-à-dire la MDMA. Les écueils à éviter, aujourd'hui ils sont plus chargés que ce qu'ils étaient il y a 10 ans, donc puisque chaque année les autorités françaises, suisses, européennes, ils essayent d'estimer à peu près la quantité globale contenue dans les pilules. Et aujourd'hui, elle est en forte augmentation. On est plus aux alentours entre 180 et 250 microgrammes de MDMA, ce qui est beaucoup. Donc voilà, donc déjà, de toute façon, c'est une des précautions de base avec toutes les drogues. Lorsque vous achetez un Exta ou toujours commencer par ne pas le prendre en entier. Donc voilà. Par exemple, un quart, au début, ça peut du coup être un peu décevant en termes d'effet, mais ça permet toujours d'être sûr de ne pas trop doser et donc du coup de passer un mauvais moment. Donc un de mes premiers conseils et un des plus répandus, ce sera de toujours commencer par un quart ou une petite quantité de MDMA pour éviter toute mauvaise surprise. Voilà, grosso modo. Quoi d'autre? Donc voilà, après de la tester avec un kit de test, c'est très difficile par contre d'estimer la pureté et parce que ça demande des tests beaucoup plus approfondis. Vous ne pourrez pas le faire avec un kit de test, donc là il faut carrément l'envoyer à des laboratoires, ça coûte de l'argent, donc bien entendu personne le fait, on va pas se mentir, enfin très peu d'utilisateurs le font. Ensuite, donc la MDMA. Après, je peux vous décrire les effets si vous le voulez, mais je pense que ça, c'est plutôt facile à trouver. Donc, on sait tous à peu près ce que ça fait. Et du coup, une des choses les plus dangereuses, l'Exta, c'est difficile à couper. En fait, elle est coupée lorsqu'il les presse. Tu veux acheter des kits de test, il me semble qu'on peut en trouver en pharmacie si tu veux éviter de passer par Internet. Donc, en gros, quand il les presse, la coupe, elle est faite avant. Donc au final, une fois que tu as la pilule, celle-là, ils la couperont plus en fait. Mais du coup, elle est déjà coupée à la base. Et tu n'es jamais sûr et certain de ce que tu peux avoir dedans. Donc ensuite,
Une des choses avec la MDMA qui est la plus courante, c'est l'élévation de la température corporelle, surtout dans des milieux renfermés. Et souvent, les gens, ils n'ont pas ce réflexe de boire assez. Donc, il est recommandé que... J'ai mélangé extra et kétamine, en vrai, ça passe. Ouais, ça, on va en parler après. Du coup, il est recommandé déjà de boire un demi-litre d'eau par heure. Donc, c'est assez conséquent. Donc, il faut penser à avoir une bouteille d'eau avec soi. C'est pour ça que souvent, dans les milieux festifs, on peut voir des gens qui ont des bouteilles d'eau et ne pas oublier de la remplir ou alors avoir quelqu'un qui le fait pour soi et donc s'hydrater. S'hydrater, c'est très important, surtout lorsqu'on est dans un milieu en intérieur. Voilà, buvez de l'eau soudée, c'est important, il a tout à fait raison. Ouais. Et surtout, voilà, donc surtout dans un espace confiné, par exemple en festival, en extérieur, ce sera différent parce que vous êtes à l'air libre, donc forcément déjà la température du corps, elle se régule mieux. Voilà, par contre, il ne faut pas en boire trop, effectivement, tu as tout à fait raison, parce qu'il y a un phénomène qui s'appelle... c'est pas l'empoisonnement par l'eau, mais c'est presque ça. C'est-à-dire que si on boit trop d'eau, alors c'est dommage que mon ami en médecine n'est pas là, mais tu as un équilibre chimique qui va être déréglé et du coup qui peut même entraîner la mort, qui peut avoir des conséquences très graves. Donc il faut éviter de boire trop d'eau. Voilà, donc c'est pour ça qu'on recommande un demi-litre par heure. Si c'est un tout petit peu plus, ça va, mais ou au-delà de 7 litres dans la journée. Bon, voilà, 7 litres, il faut déjà y aller, hein, c'est beaucoup, mais on ne sait jamais, ça peut arriver plus ou moins vite. L'alcool soudé, je vois qu'il y a quelqu'un qui le demande. Alors, par exemple, si vous buvez un verre ou deux avant, en soi, il n'y aura pas vraiment de problème, mais le risque, c'est que, vu que la MDMA va vous entraîner dans un autre état de conscience, que vous allez avoir beaucoup d'énergie, pas forcément de la confiance en soi, mais en gros, vous allez moins sentir l'alcool. Donc, en fait, le risque, et surtout que l'alcool n'hydrate pas le corps. Donc, le risque, si vous buvez de l'alcool, c'est au final d'accroître la déshydratation, et en plus que de ne pas tenir compte des quantités d'alcool ingérées, et qu'ensuite, en gros, vous avez... les deux effets qui se cumulent, surtout par exemple à la fin de la perche à l'exta. En gros, vous avez tout l'alcool qui vous retombe dessus et là, ça peut taper, quoi. Ça peut taper sévère. Donc l'hydratation, c'est très 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 important. Ensuite, les dents, parce que vous allez avoir tendance à claquer des dents, la mâchoire qui va se crisper. Donc voilà, comme c'est dit dans le chat. Tout à fait. Une des choses les plus faciles à avoir, c'est des chewing-gums, et ça va permettre de mastiquer et d'éviter de vous abîmer les dents. Donc ça, c'est plutôt facile à éviter. Pas de souci là-dessus. Quelque chose aussi de très important, vu qu'en France, il y a beaucoup de gens qui sont sous antidépresseurs pour des raisons diverses. Oui, le magnésium aussi, c'est très bien pour... Donc, vous pouvez faire une cure de magnésium avant la prise et après la prise pour réduire la suddition. Oui, ça s'appelle comme ça, ouais. La suddition, donc pour éviter d'avoir mal à la mâchoire. Mais donc, ouais, pour les antidépresseurs, ce que je voulais dire, c'est qu'en France, donc pour diverses raisons, les gens prennent des antidépresseurs et il est très dangereux de coupler la MDMA à des antidépresseurs. C'est-à-dire, donc, même si... Imaginons que vous avez une soirée qui arrive dans la semaine et que vous voulez couper votre traitement antidépresseur pour justement éviter ce problème. Voilà, exactement. Vu que ça va taper sur la sérotonine, comme la MDMA. Donc même si vous l'arrêtez un jour avant, les risques ils sont toujours là. Sans parler des risques d'arrêter subitement un traitement qui nous a été prescrit par un médecin. Donc parce qu'en gros, la MDMA agit sur la sérotonine, ça libère. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur du plaisir. Enfin, oui, c'est ça, on peut dire du plaisir, du contentement. Oui, je rebondis juste sur le chat. C'est une personne qui avait fait un commentaire sur une de mes dernières vidéos, et un commentaire très juste en disant que je devrais mieux d'expliquer certaines choses. Donc c'est pour ça que j'ai essayé de faire des lives et d'expliquer un petit peu plus en profondeur. Donc lorsqu'on prend la MDMA, en fait, si on a ce sentiment de plaisir, d'empathie, de se sentir bien, et bien en fait c'est parce que toute la sérotonine qui est stockée dans notre cerveau, en gros, elle est libérée d'un coup, ce qui est normalement impossible. Donc c'est pour ça qu'on a cette sensation de bien-être. Par contre, il y a aussi certains médicaments, comme par exemple le Prozac ou les antidépresseurs, qui agissent eux aussi sur la sérotonine. Et
Et qu'en gros, si vous prenez les deux en même temps, ils vont avoir des interactions qui au lieu de se compléter, vont être à l'opposé. En gros, donc ça peut être un risque. Donc déjà, parce que, on va dire, si vous êtes chanceux, l'extan ou le MDMA ne va juste rien faire. Ce qui là, c'est, on va dire, vous êtes chanceux. Par contre, voilà. Au pire, ce qui peut se passer, c'est un syndrome alors, attendez, ça c'est assez compliqué à le dire. Syndrome voilà, c'est un syndrome sérotoninergique. Exactement. Et ça, donc, ça peut être très dangereux et ça peut même entraîner la mort dans le pire des cas. Donc, il faut surtout pas rigoler là-dessus. Et donc faire très attention. En plus de ça, je sais que sur certains forums, parfois, sérotoninergique, oui, pas facile à dire. Je sais que sur certains forums, on préconise parfois après les prises pour réduire justement cette sensation de déprime qui peut arriver ensuite, puisque du coup, vu qu'on a utilisé tout notre stock de sérotonine, on peut se sentir un petit peu faible, un petit peu en dépression, qui préconise des médicaments recaptureurs de sérotonine. Alors, là, ça va être un petit peu délicat parce que, et je ne suis pas médecin encore une fois, certains disent que ça peut être efficace, d'autres qu'il vaut mieux éviter parce que ça reste que des médicaments. Donc, si c'est de l'automédication, à partir de là et que ce n'est pas un médecin qui vous le prescrit, il peut y avoir toujours des risques. Mais moi, en tout cas, de mon côté, ce que je peux assurément vous recommander, c'est de la vitamine C, c'est des fruits, du repos, ça, je suis sûr que... c'est des compléments, c'est pas vraiment des médicaments, mais... je regarde un petit peu ce qu'il dit, Prozac. Ouais. Oui, mais là-dessus, ce qui est intéressant, voilà, il y a toute une recherche de la part des utilisateurs qui se fait là-dessus pour réduire au minimum cette sensation de déplaisir qui arrive avec les descentes et avec les jours qui arrivent après. Ouais, avec les gens qu'on aime bien, oui, ça évidemment, bien sûr. Je regarde, qu'est-ce que tu avais dit, toi? J'ai fumé du shit avec du Taz et j'ai rien senti niveau Taz, c'est normal. Pour être honnête, je pense que si t'as rien senti, c'est possible que le Taz était défectueux. Peut-être que tu t'es fait arnaquer, peut-être que c'était simplement un produit de coupe qui ne fait rien ou quoi. Alors, voilà, pour les associations de drogue, il y a un tableau qui est très 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 connu. Attendez, je vais vous envoyer le lien tout de suite et qui référence les différentes interactions entre les différentes drogues et qui explique si au contraire l'une va avec l'autre, c'est-à-dire qu'elle va en améliorer les effets, ou alors au contraire s'ils sont dangereux qu'il faut les éviter. C'est un tableau assez connu, tableau interaction. Mais vas-y, c'est pas grave. Attends, Oui, si tu l'as sur ton tel et que tu veux bien le mettre sur le live, c'est avec plaisir. Oui, je vais faire une rediff, vous inquiétez pas, je le remettrai, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc ensuite, je vois, il y a Juliette qui nous dit que le plus dur, c'est d'espacer les prises. Et ça aussi, c'est très important, et pour plusieurs raisons. Parce que donc, une fois que vous avez tout votre stock de sérotonine qui est utilisé, il faut lui laisser le temps de se reconstruire. Et c'est pour ça que, imaginons que dans une même semaine, vous allez prendre plusieurs fois de la MDMA, fatalement, le stock de sérotonine, il sera déjà plutôt bas. Donc, ce qui veut dire que non seulement vous allez avoir moins d'effets positifs, parce que en gros, le produit va moins marcher, vous allez moins être heureux, moins être énergique, et en plus de ça, vous allez augmenter les mauvais côtés. C'est-à-dire tout ce qui est redescente et tout, souvent, ça va être pire. Vous avez plus de chances de bader, d'avoir une mauvaise expérience. Donc, c'est pour ça qu'au minimum, je dis bien au minimum, c'est entre 5 et 6 semaines entre deux prises. Par exemple, ça ne pas parce que prendre une moitié toutes les 2 semaines, ça passe. Malheureusement, tu vois, j'aimerais bien te dire oui, mais malheureusement non, parce que même si c'est seulement une moitié, au final, l'effet il sera quand même là. Après, ça dépend bien sûr de ton poids, de ta taille, de comment tu réagis au produit. Mais même une moitié, au final, les effets seront quand même là et du coup, ton corps, il n'aura pas assez de temps pour reproduire de la sérotonine et même pour récupérer de la fatigue musculaire, parce que chaque trip est quand même assez violent pour le corps, parce qu'on le pousse un peu dans ses limites, comme c'est l'amphétamine, voilà, clair et net. Donc, espacer au maximum, c'est ce que je vous recommande. D'ailleurs aussi, il y a un truc plutôt intéressant, c'est que plus vous espacez, plus lorsque vous allez en reprendre, l'expérience sera
pas positive, c'est pas le bon terme, mais parce que vous aurez un petit peu oublié cette sensation. Bien sûr, vous ne retrouverez jamais, en gros, l'extase de la première fois, entre guillemets. Mais par exemple, si vous arrêtez là comme ça et que vous en reprenez seulement dans 2, 3, 4 ans, eh ben, les effets seront un peu plus similaires à ce que vous avez eu la première fois. Donc du coup, au final, c'est un mal pour un bien, on va dire. Oui, voilà, donc il y avait une des questions dans le chat qui demandait si la MDMA pouvait être psychédélique. Et oui, à très grosse dose, quand on dépasse une certaine dose, effectivement, ça peut être le cas. Ce sera différent d'un psychédélique traditionnel, mais il peut y avoir des similitudes. Donc par contre, il faut faire attention parce que c'est souvent donc, dans des doses où ça commence à être assez élevé, donc c'est là où ça commence à devenir dangereux. Donc c'est possible, mais je le recommande pas et il faut éviter de rechercher cette sensation avec la MDMA parce que c'est pas ce qu'elle fait en fait. Elle est pas, c'est pas un produit qui est réputé pour ses propriétés psychoactives. Voilà, est-ce qu'on pourrait encore, est-ce qu'il y a encore quelque chose d'intéressant à dire en termes de réduction des risques? Donc voilà, donc bon, je l'ai dit, mais je le répète. Avant une prise, vous pouvez aussi vous préparer, c'est-à-dire donc faire une petite cure de vitamine C, de magnésium, de fruits. Quand tu dis du L, tu parles du LSD? Oui. Oui, c'est un. Bah donc là, on peut passer à ce produit, ça me dérange pas du tout. Donc là, par contre, on rentre dans la famille des psychédéliques, qui est complètement différent. Et alors déjà pour plusieurs raisons, parce que ce qui est intéressant avec le LSD, c'est que ça ne fera aucun dommage physique sur votre corps. Par exemple, donc c'est juste, ça me parle. Bah tant mieux, je suis content que ça te parle. En gros, ça va être juste au niveau des neurotransmetteurs. En gros, ça va juste les perturber. C'est pour ça que vous allez avoir des sensations différentes, que vous allez être dans un état d'esprit différent, que vous allez vous mettre à penser différemment. Et donc c'est pour ça que vous allez avoir cette sensation d'être dans un état différent. Mais par contre, au bout de quelques jours, par exemple 3-4 jours, il n'y aura plus aucune trace dans votre corps de la prise en gros au LSD. Contrairement à certains produits où ça reste plus longtemps, ou même, et en gros ça n'aura endommagé en rien votre corps. On va dire, physiquement parlant, même avec des grosses doses qui seraient très dangereuses pour votre esprit, mais pas pour votre corps, au bout d'un moment, la molécule serait totalement évacuée. Voilà, par contre, comme vous le dites dans le chat, même s'il n'y a aucun risque physique, tous les risques, en fait, ils sont pour votre mental, pour votre psyché, et là, ça peut être, entre guillemets, même pire. Parce qu'on va dire, même si, on va dire, à cause de la MDMA, vous vous cassez un doigt, c'est pas grave. Ou que, bon, vous manquez un petit peu d'eau sur une soirée, mais vous en sortez, vous êtes toujours en vie. Par contre, quand ça touche au mental, quand ça touche à la psyché, là, c'est vrai que ça peut être complètement différent et ça peut demander des années, voire vous pouvez ne jamais redevenir tout à fait comme vous étiez avant. Et ça, voilà, ça peut changer, ça peut te changer à vie. On peut finir dans un hôpital psychiatrique. Oui, c'est possible, c'est déjà arrivé. Par contre, il ne faut pas non plus dire que c'est la norme. C'est pas parce que c'est arrivé à quelqu'un, à certains, à quelques-uns, que ça arrive à tout le monde. Donc il y a des risques, comme toutes les drogues, j'ai envie de dire. Il y a des risques, sinon ce serait trop facile. On ne côtoie pas les étoiles en toute impunité, voilà, c'est clair et net. Mais après, comment réduire ces risques? Alors, même à faible dose, en fait, ça dépend de ton quart ou de ta goutte. Parce que, en gros, là aussi, c'est très difficile de savoir déjà exactement ce qu'il y a dessus. Parce que, bien sûr, dans des événements festifs ou quoi, ils vont te vendre ça comme du LSD, mais ça peut être, comme on a dit, un research chemical, ça peut être complètement autre chose. Et peut-être quelque chose de plus dangereux. Donc, au final, même un demi-carton ou une demi-goutte, ça peut être bien assez pour te faire passer un mauvais moment, voire pire. Donc l'idéal dans ce cas-là, c'est aussi toujours d'être prudent, donc de commencer par des petites doses, ou alors encore une fois de passer par soit des vendeurs en qui vous avez pleinement confiance et qui savent d'où vient la marchandise, voire qui l'ont testé, ou alors de passer par le deep web encore une fois. Alors voilà, un des problèmes du LSD, voilà, beaucoup d'ARC vendus comme des cartons, c'est 100% vrai. C'est 100% vrai parce que le LSD est assez difficile à synthétiser chimiquement et du coup, clairement, les gens, ils s'embêtent pas. Ils vont au plus simple. Et ils essayent eux, ils maximisent le chiffre de vente, c'est ça qui les intéresse. C'est pas vraiment le plaisir ou la santé des usagers. Ouais.
Alors, je vois qu'il y a une personne qui dit qu'elle est restée perchée très longtemps et qu'elle s'est vue mourir. Oui, oui, effectivement, ça peut arriver parce que donc les effets du LSD, ils durent très longtemps. On est sur plusieurs heures. Souvent, bien sûr, ça va pas être 10 heures de plateau, mais ça va être une expérience qui va durer très longtemps, qui va être intense. Bien sûr, tout dépend des quantités et de comment vous réagissez au produit. Mais ça peut donc voilà, le temps en plus voilà, le temps est pour vous est distordu, donc ça vous paraît encore plus long que ça ne l'est déjà, alors que c'est déjà très long. Mais souvent la plupart du temps, à moins de prendre des doses très élevées, on va rester conscient de nous-mêmes, c'est-à-dire on va rester conscient de notre corps, on va rester conscient de notre présence sur Terre. On peut oublier un petit peu qui on est, mais c'est là où il va être différent pour moi de la DMT, c'est parce que on va pas quitter cette planète, ou alors vraiment à moins d'avoir déjà des doses très élevées. Mais bien sûr, le bad fait peur, parce que le bad, personne n'a envie de passer un mauvais moment. Par contre, ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'un bad peut t'apprendre des choses. Il peut t'apprendre des choses sur toi, sur pour quelles raisons tu veux expérimenter un produit, pour quelles raisons tu fais ça. Et surtout aussi, donc en plus de t'apprendre des choses sur toi, il faut toujours passer par là un jour ou l'autre. Bon, on dit ça dans le chat, ça dépend des usagers, hein. Certains ne le font jamais, et tant mieux, bon, ils sont très chanceux. Et pourquoi les bads sont importants pour moi? Parce que tu te rends compte au final que ce mauvais moment, il t'a apporté des choses, et il peut te... Bon, après, ça dépend des gens aussi, hein. Il peut réduire ta consommation si tu es quelqu'un qui a tendance à beaucoup consommer. Donc pour réduire, voilà. Et autre chose pour réduire un des risques majeurs avec le LSD, c'est-à-dire pour éviter de se retrouver avec un produit qu'on ne souhaite pas avoir, pas ingérer, et ben déjà ça va être de ne pas déposer la goutte ou le produit sur la langue, mais de l'avaler directement. Le toncar, excusez-moi. La goutte ou le toncar sur la langue, mais de l'avaler directement. Parce qu'il y a certains RC qui n'agissent que s'ils sont absorbés par les muqueuses, c'est-à-dire par la langue. 1 à 2 fois par mois, ça a de grosses répercussions sur le cerveau ou pas? Sur le cerveau, ça n'en a pas. Par contre, sur ta psyché, ça peut en avoir. Là aussi, je vais pas faire de généralité. Il y a des gens qui vont pouvoir très bien l'encaisser, alors que pour d'autres, ce sera déjà beaucoup trop. Donc c'est dur de dire si c'est bon ou pas pour toi. Il faut vraiment, en fait, c'est ça. Il faut vraiment apprendre à se connaître. C'est comme tout. Il faut avoir aussi un peu d'expérience. Il faut y aller doucement. Il faut prendre son temps. Toujours beaucoup respecter la molécule, parce que celle-ci, elle est un petit peu particulière comparée à d'autres RC. C'est qu'elle a un caractère un petit peu mystique, parce qu'on l'a connue avec les hippies, parce qu'elle a un historique, même la façon dont elle a été découverte. Ce qui fait que le plus, en gros, tu vas reconnaître que cette molécule, elle est extrêmement puissante, qu'elle peut agir très profondément sur toi. Tu vas pas la prendre à la légère, pas la prendre de manière trop créative et disons, oh, je m'ennuie ce soir, je vais prendre un toncar. Non, clairement, ça, pour moi, c'est pas la bonne façon de faire. Donc respecter la molécule, avoir conscience de ses limites. Est-ce que je connais le 2CB? Oui, je connais le 2CB, c'est un des RC les plus connus. Et il y a plusieurs types. Ça se trouve pas beaucoup. Si clairement en ligne tu peux en trouver sans problème. Après, par contre, voilà, et c'est là où tu as raison, en événement festif, en festival ou quoi, on te le vendra jamais en tant que 2CB parce que ça parle moins aux consommateurs. En gros, ça parle que aux consommateurs entre guillemets les plus avertis. Donc souvent ils vont te les vendre. Ils vont te le vendre comme du LSD, clairement. Par contre, attention, donc il y en a, si je me trompe pas, il y en a à peu près même une vingtaine, peut-être un petit peu moins. J'abuse peut-être avec une vingtaine. Ou comme de la mescaline, tout à fait. Et certains sont plus puissants que d'autres. Ils ne durent au niveau de la durée, ils n'ont pas tous les mêmes durées. Donc attention, soyez prudents, toujours prudents. Là aussi, surtout si vous savez que c'est donc des research chemicals. Par contre, une autre chose très importante avec le LSD, imaginons donc que vous commencez votre trip et qu'à un moment ça se passe mal, déjà même si à un moment vous badez, ça veut pas dire que vous allez bader pendant tout le trip, et encore heureux parce que comme on l'a dit, c'est très long. Donc du coup, c'est là où avoir des pensées positives, avoir un petit rituel qui vous permet de se calmer, pas de revenir les pieds sur terre, ça bientôt ce serait trop simple, mais de diminuer l'intensité du bad et de revenir
et de revenir sur quelque chose de plus agréable pour vous, ça peut arriver aussi. Donc, même si à un moment vous pourrez bader, ça ne veut pas dire, voilà, la méditation, bon ça c'est un peu difficile quand on est sous drogue, même si ça peut exister, mais les bads ne durent pas forcément toute la durée de l'expérience, du trip. Ouais, les champis, clairement, ouais, ok. C'est... Alors, les champis, donc c'est un psychédélique naturel. Qu'est-ce que ça va être mes conseils? Donc déjà, tu fumes combien de joints par jour? Je fume presque pas de cannabis. Je préfère en ingérer, pour moi. Par jour, carrément, ouais, bah écoute, hein, pourquoi pas, hein. Il faut respirer en bad. Oui, la respiration, on se moque un petit peu hein, du yoga, de la méditation, mais c'est vrai que tout ça, ça a un rôle assez important déjà pour améliorer votre connaissance de votre corps, de vous-même, de prendre du temps pour réfléchir. Et ça, clairement, ça peut vous aider en bad. Alors, ça c'est une légende. Les champis mentaux ou visuels, clairement, non. C'est en gros, cette différence de catégorie n'existe pas. C'est seulement le dosage qui influe et c'est tout. Donc, mes conseils pour les champis, ça va être déjà de le faire avec des gens de confiance. Donc, tu le dis avec des potes, donc clairement c'est bien. Je dirais pas un trop gros groupe pour commencer. Par exemple, 20-30 personnes, pour moi, c'est beaucoup trop. Donc, essaye de le faire avec quelques amis de confiance. Et un sitter, c'est-à-dire quelqu'un qui n'en prendra pas, qui restera sobre ou il fera ce qu'il veut à côté, mais en tout cas qui ne prendra pas de champi et qui sera là pour vous guider. Donc, au mieux, c'est quelqu'un qui a beaucoup de patience, qui va être empathique, qui va pouvoir se mettre à votre place, qui va pouvoir vous guider durant le trip. Donc ça, je recommande carrément. Ouais, mais en gros, ça va donc toujours sur les champis, il y a quelqu'un dans le chat qui dit qu'elle a testé 2 fois et que ces 2 fois-là, les expériences ont été complètement différentes. Oui, bah, par exemple, si c'est un type de champi différent, bah, donc forcément, les dosages vont être différents. Aussi, s'ils sont secs ou frais, ça peut varier beaucoup. Et je sais pas si à chaque fois, tu as pris la même quantité. Donc, par exemple, souvent, ça va être ça en termes de graduation. Si vous prenez une faible dose, vous allez effectivement avoir plutôt... Donc, vous allez vous taper des grosses barres, vous allez beaucoup rire. Et en fait, plus on monte dans les doses, plus on arrive dans le côté hallucinogène, visuel, introspectif. Et clairement, dans les très 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 grosses doses de champi que je ne recommande pas du tout, c'est là où, clairement, là, vous allez presque quitter ce monde comme sous DMT, quoi. La cocaïne, effet instantané. Oh, il y a une petite... Enfin, ça dépend déjà si tu la prends en sniff, en intraveineuse, en intramusculaire. Donc là aussi, ça diffère, mais clairement, ouais, ça va vite, hein. C'est cool les champis à faible dose, voilà, t'as juste des sensations, une euphorie et pas d'alus, c'est cool. Ouais, donc voilà, donc pour ton premier trip de champi, je te recommande une petite dose, comme ça, ça va te faire une bonne introduction au psychédélique et tu vas pas te perdre. En gros, tu vas pas te perdre dans les alus, dans l'introspection, ça va juste te permettre de rigoler avec tes potes et de passer un bon moment tous ensemble. Autre chose avec les champis, c'est quelque chose d'assez physique. C'est-à-dire que tu vas te mettre à bâiller et dès que tu vois que tu te mets à bâiller, ça veut dire que les effets ont commencé. Mais ça va te fatiguer par contre. Par exemple, c'est quelque chose que je ne conseillerais pas pour une première expérience en concert, en festival ou durant un événement. Parce que tu vas le sentir physiquement, tu vas être fatigué après, tu vas pas avoir envie de bouger. Du coup, ce serait peut-être pas la meilleure chose à faire durant un concert. Prévoir de l'eau aussi, c'est toujours bien. Si tu veux maximiser les effets, il faut être à jeun. Mais du coup, peut-être pour une première expérience, c'est bien de manger avant, de vous laisser un petit peu de temps de digestion et ensuite de le prendre, ça marchera plutôt bien. Je réponds juste à une autre question du chat. Alors, franchement, si ton pote il veut tester du LSD sans avoir pris de psychédélique dans sa vie, ouais, moi je trouve ça, pour une première expérience, je trouve ça difficile parce que c'est quand même quelque chose d'assez puissant. Après, bien sûr, tout dépend de la dose hein, qu'il va prendre. Si c'est par exemple du microdosage, bah là, non, ok, là, pourquoi pas parce qu'il le sentira, ça va pas taper tant que ça, et puis au final, il va pas, je suis sûr que ça va être assez agréable, mais il le sentira presque même pas d'ailleurs, hein. Mais par contre, s'il veut prendre tout de suite une dose assez importante, clairement, pour moi, c'est pas une bonne idée, il vaut mieux commencer par autre chose de moins puissant. Même la weed, hein, en space cake ou quoi, qui pourra déjà
être une première étape, une bonne introduction, alors que le LSD, bon, voilà, tout de suite, c'est quelque chose de très puissant. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par le LSD, je peux vous recommander un livre aussi qui s'appelle Le LSD, mon enfant terrible, qui a été écrit par le scientifique qui a, qui a découvert cette molécule. C'est très intéressant, c'est donc si ça vous intéresse. Au week-end de l'Ascension, sous elle, le jeudi, ma première fois au LSD, après je compte aller en tête. Il y a un truc que je comprends pas dans ta question. C'est tu veux prendre du LSD et ensuite aller en teuf et ensuite prendre un TAS en teuf, ou alors c'est 2 jours différents. Donc je vois dans le chat aussi, on dit donc les TAS en soirée c'est le feu. Oui, parce que ça c'est normal en fait. C'est la drogue récréative entre guillemets d'excellence, parce que elle te rend énergique, elle te rend empathique, c'est-à-dire que tu vas être présent avec les gens autour de toi, tu vas sourire, tu vas être bien, tu vas avoir envie de leur parler. Même ça accrue les contacts physiques. Tu vas sentir un effet de groupe, et surtout tu vas être très la musique aussi, tu vas la percevoir différemment, donc tu vas avoir envie de danser. Bon, voilà. Le jeudi LSD et samedi etc. De toute façon, je recommande. C'est dur de dire je recommande ou je te conseille de faire ça, parce qu'après, à chaque fois, n'oublie pas qu'il y a quand même ta santé en jeu, hein. Donc, une première expérience au LSD, pareil, toujours, ça dépend aussi des quantités. Mais si tu prends voilà. Par contre, c'est bien au final que ce soit sur 2 jours différents, parce que tu te rendras compte de ton expérience au LSD, et si tu vois qu'elle a été trop puissante, même un petit peu traumatisante ou quoi, du coup je te déconseille de tout de suite prendre un autre produit quelques jours après, parce que pour te laisser le temps de t'en remettre, pour que tu puisses accuser un petit peu le coup. Par contre, si tu prends vraiment en petite dose juste pour essayer, et qu'au final bon bah voilà, ça a été en gros tu l'as très bien encaissé ou quoi, bon bah après c'est pourquoi pas, entre guillemets. Je te recommande pas de le faire, mais on va dire il n'y a pas de contre-indication majeure si c'est quelques jours après. Mais voilà, n'oublie juste pas que ça a des effets sur le mental et tout. Donc voilà, il faut que tu te sentes bien, il faut que tu te sentes prêt. Le candy flip, ouais. Clairement, le candy flip, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est le combo MDMA, LSD. Mais là, clairement, pareil, ça je recommande pas. Au final, je recommande pas, parce que c'est des expériences qui sont très 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 intenses. Et clairement, pour des gens qui veulent expérimenter pour la première fois, c'est à ne pas recommander du tout. Ouais, donc là on dit si on fait un candy flip, donc en combo, clairement il faut pas prendre des grosses doses, parce que les effets ils sont très 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 intenses. Donc je réfléchis encore pour te conseiller sur les champis pour ta première expérience. De la musique clairement, donc dans un endroit dans lequel tu te sens bien, ne pas hésiter à avoir des couvertures, à avoir des endroits moelleux où tu pourras te coucher, te reposer. La musique va tout faire. Parce que ça va t'emmener dans un monde, hein. Ça va t'emmener dans un monde. Donc, après ça, je sais pas le type de musique que tu aimes, mais je sais que tout ce qui est jungle ou psytrance et tout ça, bon bah voilà, ça marche clairement. Ou même aussi de la musique chill, c'est vrai que ça peut très bien marcher. J'ai pas besoin de prod pour être moi-même. Oui, clairement, la drogue, ça va pas te rendre meilleur ou quoi que ce soit. Ça peut juste apporter un moyen de passer un bon moment. Enfin non, voilà, c'est faux. Tu vas passer un bon moment, mais la drogue peut apporter quelque chose de supplémentaire. Par exemple, une meilleure appréciation de la musique. Mais après, c'est jamais nécessaire. Tu vas pas être une meilleure personne ou quoi que ce soit. Et si tu peux t'en passer, c'est très bien. Faut jamais forcer n'importe personne, tu vois, à en prendre. C'est juste si tu le prends, c'est qu'il y a une raison. Mais par exemple, le LSD peut être très intéressant pour tout le côté artistique, pour si tu veux écrire, si tu veux même parler différemment avec tes amis. Voilà, donc quelqu'un dit ça amplifie ton humeur. Les drogues, c'est clair que si vous êtes dans un mauvais mood de base, les drogues ne vont pas arranger ça. C'est pas ça qui va, voilà, c'est pas ça qui va rendre la soirée agréable, clairement pas. Même avec les TAS. Pour moi, même avec les TAS, donc la MDMA ou l'ecstasy, au final, c'est que artificiel, tu vois. C'est pas ça qui va rendre la soirée bien. Et puis, ouais, je le déconseille. De toute façon, si clairement, si tu es dans un mauvais état d'esprit et que tu te sens pas bien, voilà, le mieux, c'est de pas prendre de drogue. Donc, je reviens au champi. Est-ce que je te conseille encore quelque chose?
Après, avoir un petit quelque chose à manger sous la main, ça peut faire toujours du bien aussi. Les champis durent moins longtemps que le LSD, ça c'est le bon côté. Par contre, la redescente peut être un petit peu plus difficile. Elle est moins douce, je trouve, de le retour à la réalité. Ce que j'écoute comme musique, ouais, j'écoute plein de choses. Et oui, par contre, dernière chose pour les champis, c'est vrai que, et pour même quasiment toutes les drogues, prévoyez du temps de récupération. C'est-à-dire si le lendemain vous devez aller au travail ou vous devez aller en cours ou que sais-je, vous avez un truc de prévu, clairement c'est pas un bon bail parce que vous allez pousser votre corps ou votre esprit dans des limites, dans ces retranchements, donc il vous faut du temps pour récupérer. Euh, donc ce que j'écoute comme musique, moi j'aime beaucoup la trance, la psytrance, la dub, la psy-dub, j'aime bien la techno, j'aime bien aussi le rap, j'aime bien le rock psychédélique, le rock progressif. Bon voilà, j'aime plein de choses. Mais après voilà, la musique c'est génial aussi, hein, ça c'est clair. Il y a que des effets négatifs? Non, non, pas forcément. Là-dessus, je serais pas d'accord non plus. Parce que, surtout avec les psychédéliques, enfin bon, non, non, c'est faux ce que je veux dire. Mais par exemple, les psychédéliques, pour moi, peuvent apporter des choses. La vie réelle, oui, bah, il y a une vie réelle, ça, on est tous d'accord là-dessus. En fait, il faut pas que la drogue devienne votre vie réelle. Voilà, c'est ça le plus important. Il faut pas que ça devienne un élément central de votre vie, en fait. Ça, oui, ça, je suis d'accord. Après, il y a des produits qui sont plus addictifs que d'autres. Après, voilà, je vois quelqu'un dans le chat qui dit perso, je suis en redescente de L, ça m'empêche pas de faire de la DMT. Bien sûr, on est tous différents là-dessus, hein. Il y en a certains qui vont être des tanks, hein, qui vont pouvoir enchaîner les produits, faire des combos qui sont même pas des fois recommandés et ils vont rien avoir. Mais faut pas en faire une généralité, quoi. Donc clairement, il faut toujours prendre ses précautions et être prudent. Mais si vous en êtes capable, si ça ne vous dérange pas, si vous sentez pour et que pourquoi pas, hein. D'ailleurs, un autre conseil général, si un jour vous avez des problèmes avec un produit, quel qu'il soit, partout en France, vous avez ce qu'on appelle des CSAP, il me semble. En gros, c'est des centres où les gens vont être là pour vous aider à réduire les risques déjà si vous êtes addict à un produit et aussi à vous aider à combattre votre addiction si c'est ce que vous souhaitez, bien sûr. Alors, la MDMA peut soigner certains autistes et d'autres symptômes. Oui, il y a des recherches qui sont faites là-dessus en ce moment sur la dépression, sur l'autisme. Sur l'autisme, je ne sais pas, mais sur la dépression, ça, j'en suis sûr. Un demi pour commencer l'ami, oui, voire carrément un quart, hein, ça c'est clair. Tac, tac. Alors, j'aimerais tester les TAS, mais je sais pas quel dosage prendre, sachant que je suis pas novice en drogue et je suis assez grand et costaud. Alors, clairement, c'est pas parce que tu tiens bien un produit que ça va être forcément le cas pour un autre. Donc, imaginons, on va dire, je sais pas, que tu prends de la kétamine régulièrement, c'est pas pour ça que tu vas être résistant aux TAS ou quoi que ce soit. La taille non plus, bon, le poids, oui, mais la taille pas forcément. Donc après, ce que je te conseille, c'est à l'idéal de trouver un bon produit, donc par exemple sur le Darknet, et ensuite bien sûr de le peser et de respecter les 1,5 mg par kilo. Et si tu veux vraiment être prendre beaucoup de précautions pour la première prise, ne pas dépasser tu vois, entre 80 et 100 mg, ce sera largement assez. Voilà. Oui, tu peux. Pour le coup, c'est ça qui est bien, c'est que la weed, elle a quasiment que des interactions positives avec les drogues. Donc ça ne veut pas dire que je vous recommande de fumer à mort ou de vous prendre une grosse perche au Space Cake pendant que vous testez une autre drogue. Mais par exemple, si en redescente ou même en montée pour acclimater votre esprit à entrer dans un état d'esprit différent, ça peut être utile. Donc je ne le déconseille pas. Est-ce que je le recommande? C'est encore une autre question. Bon, voilà. TAS égale MD. Coupé, ça dépend. Oui, la plupart du temps, oui. Coupé à quoi? Ça aussi, ça dépend. Ça peut être de la caféine, ça peut être du speed, ça peut être une autre amphétamine, ça peut être du bicarbonate de soude, ça peut être encore autre chose. Donc ça, c'est toujours difficile à savoir, hein, voilà. D'ailleurs, voilà, j'ai oublié de préciser ça pour la MDMA, mais il existe des sites qui référencent les pilules et qui vous permettent de savoir, par exemple, si elles sont dangereuses ou non. Donc ça, clairement aussi, vous pouvez aller sur Internet, il y en a plusieurs, hein, vous tapez Ecstasy Base ou quoi, Eurotox, ouais, par exemple. Et du coup, ça peut vous
ça peut vous donner une indication, mais attention, c'est pas parce que deux extras ont le même symbole qu'ils vont être dosés de la même façon. Et du coup, parce qu'ils peuvent venir d'une fournée différente. Donc, vous pouvez aller sur le site pour avoir une vision de la chose, mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas de danger pour autant. Ou nuit blanche, oui. L'effet anxiogène de la weed, ça dépend des personnes aussi. Hein, donc certains vont réagir bien avec d'autres drogues, d'autres non. C'est difficile à dire pour tout le monde. Donc là aussi encore, ce sera l'expérience personnelle qui va trancher. Les tests marqués, oui, c'est pas mal du tout. Mais après, ça te donnera pas forcément le dosage, mais ça te donnera la présence, et ce qui est déjà pas mal. Ouais, psychoactif pour se renseigner sur des médocs ou d'autres drogues, ouais, c'est génial, clairement, et c'est une mine d'or, tu pourras trouver tout ce que tu veux là-dessus. L'ayahuasca, je sais jamais comment ça se dit, clairement, je recommande pas, parce que c'est très 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 puissant, c'est utilisé par les chamans à la base, hein, en Amérique du Sud, et clairement, c'est un mélange de plantes diverses, dont la DMT, qui est une des drogues psychoactives les plus puissantes. Donc clairement, oui, ça c'est puissant. Donc voilà, c'est pour les utilisateurs très 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 avertis. En plus, il y a un body load très important. Le body load, c'est les effets pas néfastes, mais par exemple qui vont être désagréables. Ça peut être, donc vous allez forcément vomir ou vous n'allez pas vous en sentir bien. Il y a aussi des expériences de mort imminente qui peuvent être assez traumatisantes. Donc bon, ça c'est déjà quand même pour des utilisateurs confirmés et qui savent dans quoi ils mettent les pieds, quoi. Ouais, voilà, il faut avoir... Pareil, ouais, ça c'est quelque chose qui se fait même pas de manière récréative. C'est plus dans une démarche spirituelle et... Voilà, c'est complexe. Mais c'est intéressant, par contre, ça je suis d'accord, de lire des... Voilà, aussi, un petit conseil de réduction des risques, c'est de lire des trip reports de personnes qui ont déjà expérimenté, qui sont passées par là. Ça peut vous montrer les erreurs qu'ils ont faites, ça peut vous montrer l'état d'esprit dans lequel ils étaient, et ça peut vous aider aussi à diminuer votre anxiété par rapport à une première crise ou quoi. Pas crise, hein, bien sûr. Voilà, donc on a un peu parlé de l'AMD, on a un peu parlé du LSD, des champis. Donc l'AMD aussi, en sachant qu'elle peut être prise donc en injection et en sniff, en plus de la prendre de manière orale. Et là, ce que j'ai à dire là-dessus, c'est qu'en sniff, donc pour éviter la propagation de certaines maladies, je vous conseille à chaque fois de ne pas partager votre paille ou à chaque fois d'utiliser des pailles en kit, en papier, des roules à paille, ça s'appelle, pour éviter donc de transmettre des hépatites ou quoi que ce soit. Voilà, vu que là on parle du sniff, donc ne pas partager sa paille, et je l'avais dit aussi tout à l'heure, je le répète, donc au maximum nettoyer par exemple la carte que vous allez utiliser ou le support pour éviter les poussières, les bactéries. Ah oui, autre chose, petit détail mais qui a son importance, il y a des gens qui utilisent des produits pour nettoyer les parois nasales. Alors oui, c'est très bien. Ça peut être très bien avant, mais pas forcément pendant, parce que ça peut débloquer certaines quantités du produit qui ne sont pas tout de suite ingérées, et donc du coup ça peut rendre la dose plus importante, surtout si vous prenez plusieurs traces d'affilée. Donc moi je recommande de le faire après que les effets de la prise se soient arrêtés. Le nez détruit avec les TAS, oui, parce que ça abîme les parois nasales, hein, que ce soit la cocaïne, que ce soit les TAS ou la kétase, et clairement ça peut être dangereux pour les parois nasales. Donc il existe des pommades, il existe des... J'ai oublié le nom. Bref. En gros, il existe plusieurs produits qui permettent de réparer les parois nasales et de les nettoyer. Ouais, c'est ça ce que je voulais dire. Alors, les dérivés du cannabis, comme beurre ou caramel, voire cristaux de THC, tu en penses quoi? C'est une bonne question. Le THC, quand il est cuisiné, pour moi, il n'y a aucun souci. Par exemple, quand on fait du beurre de Marrakech ou quoi que ce soit, pour moi, il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est juste qu'il va être beaucoup plus puissant et psychédélique que lorsque les gens le fument. Du coup,
Et bien du coup, pour des premières expériences ou quoi, je ne recommande pas forcément la weed ingérée parce que ça peut être puissant. Et aussi, souvent, les gens, ils ont tendance à surdoser pour une première fois en ingestion orale, du coup, voilà. Et sinon, les cristaux de THC, alors ça, je t'avoue que je ne connaissais pas. Par contre, un point intéressant, c'est les cannabinoïdes de synthèse. Parce que c'est assez récent, pas assez récent, ça fait quelques années que c'est présent aussi sur Internet, moins dans la rue, je pense. Euh, voilà, c'est risqué, oui, c'est risqué. Parce que c'est des produits où il est quasiment impossible de faire une overdose au cannabis. Par contre, le THC synthétique et donc les cannabinoïdes de synthèse, là, les risques d'overdose sont bien réels. Et souvent, les utilisateurs ne sont pas forcément au courant s'ils n'ont pas pris le temps de le faire, de lire des articles ou quoi que ce soit. Et du coup, il y a eu plusieurs cas d'overdose, dont notamment un sur psychoactif qui, je me rappelle, m'avait marqué. C'était une mère qui avait trouvé dans l'ordinateur de son fils, et, ouais, son fils, il me semble. Et en gros, il avait commandé ça sur Internet et il s'était trompé dans les dosages. Bon, voilà. Un autre petit conseil, entre guillemets un peu passe-partout, mais c'est d'avoir une balance. En vrai, clairement, c'est important d'avoir une balance pour savoir exactement les quantités que vous allez prendre. Parce que à chaque fois, le faire à l'œil, bon, des fois, ça peut être trompeur et ça se passe pas tout à fait comme prévu. La dissolution de l'ego. Oui, c'est quelque chose d'intéressant. C'est quand tu n'as plus conscience de ton histoire, de tes parents, de tes liens, de ta mémoire, ou des fois même tu n'as même plus conscience d'être un être humain et c'est quelque chose de... c'est dur de mettre des mots là-dessus et je pense qu'il y en a qui l'ont fait mieux que moi avec des trip reports. Mais ouais, c'est quelque chose d'assez intense. Quoi d'autre Qui poussent un 0,5 sont normaux après, mais on imagine que les triples c'est une vision du monde. Oui, il y a quelque chose d'intéressant avec le LSD, c'est qu'il y a une expérience qui avait été faite. Ils avaient fait un IRM pour une personne normale, je veux dire clean, et un IRM d'une autre personne sous LSD, et ils avaient comparé les zones du cerveau qui étaient activées. Et alors pour la personne normale, bon, il y avait quelques zones, et par contre, pour le LSD, il y avait carrément toutes les zones qui étaient activées d'un coup. Et ça montre à quel point ça a un impact sur notre cerveau. Et il est pas en surchauffe, mais très actif. Donc c'est intéressant. Sur Psychoactif, justement, tu avais un des membres qui avait dit quelque chose d'assez marrant là-dessus. Il avait dit quand tu penses normalement, ton cerveau, de jour en jour, il fait des connexions qui répètent de jour en jour. C'est un circuit bien établi. Alors que quand tu es sous LSD, au final, tu utilises tous les chemins en même temps, en fait. Et du coup, c'est pour ça que... d'où l'état de conscience différent. Mais par exemple, une des choses contre laquelle je me suis le plus battu pour l'instant, c'est les gens qui disent que, par exemple, sous psychédélique, sous LSD, tu peux, par la sueur, transmettre ton trip à des animaux ou, par exemple, à tes amis. Non. Clairement, ça, c'est quelque chose qui est totalement faux et qui est vraiment répandu. Ouais, non, je vois dans le chat, on me dit non et tout, mais oui, j'aimerais bien que ce soit aussi simple. Mais pour certains, clairement, ils y croient. Et du coup, j'aimerais bien une fois inviter, pour le coup, un spécialiste, un vrai médecin, quelqu'un qui est compétent dans ce domaine pour qu'il puisse expliquer pourquoi, en fait, c'est impossible. Parce que même si ça a déjà été fait par écrit et tout, bon, certains ne veulent tout simplement pas le savoir. Bah oui, ce serait bien. Ce serait bien, hein, ce serait vraiment facile. Un trip pour 10 personnes, ce serait cool. Mais c'est pas aussi simple. Oui, la Keta, il faut éviter de l'ingérer. Parce que non seulement ses effets sont moins puissants que par sniff, et bon, je parle même pas de l'injection, mais en plus de ça, les effets néfastes vont être plus importants. Donc ça n'a en fait aucun intérêt. C'est pour ça qu'on le déconseille carrément. Quoi d'autre Bon, on va finir, je pense. Je vais finir dans 5 minutes. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Mais aussi, imaginons donc, que vous soyez dans les picous, c'est ce qu'il y a de plus mauvais. Je vais pas me permettre de juger, je vais pas dire que c'est mauvais ou
ou que c'est mieux ou quoi que ce soit, c'est différent. Et on rentre par contre dans un schéma de prise qui peut amener à une addiction plus importante. Donc ça, c'est un risque, c'est vrai. Et en plus, on a aussi d'autres soucis donc de transmission de maladies ou de... Voilà, tout dépend de ce que tu appelles mauvais, effectivement. Et de règles d'hygiène qui sont différentes. Oui, voilà, c'est pareil. Dans les années 50, 60, c'était sur le cannabis et tout. Aujourd'hui, maintenant, c'est sur d'autres produits. En fait, c'est ça qui est dommage, c'est que vu que ces produits sont interdits, il y a une mésinformation complète de la population. Et surtout en France. C'est un peu moins le cas dans d'autres pays comme la Belgique ou la Suisse. Et du coup, c'est au détriment des utilisateurs. Et ça c'est un problème. Et des fois, ça nuit même à leur santé. Et c'est pour ça que j'espère qu'à travers des petites vidéos ou surtout à travers Psychoactif et tout, eh ben, ça peut vous permettre de mieux vous informer, de faire moins d'erreurs. Les connaissances, c'est le vrai pouvoir, tout à fait. Les livres, forums, parler avec des gens, aller voir des gens compétents, des scientifiques, tout à fait. Bah ouais, mais super cool si t'as trouvé ça sympa. Tu peux nous parler de la déréalisation? Ouais, c'est intéressant. La déréalisation, bah, c'est un état d'esprit, en fait, c'est quand tu n'as plus l'impression de vivre dans le monde réel. Bon, dit comme ça a l'air facile, mais bon, c'est dur de mettre des mots là-dessus. Ça peut arriver, pas seulement à cause du cannabis, ça peut arriver à cause d'autres drogues. Ça veut dire qu'au niveau de ta psyché, tu as déjà été un petit peu atteint à tel point que tu as des effets secondaires persistants après la prise et qui durent pendant plusieurs mois, semaines, peut-être même plus. Et là, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de remède miracle en fait. Je peux pas te dire de prendre simplement un produit un médicament qui va empêcher ça. Et du coup, il y a seulement le temps. Le temps va te permettre de soigner ça, d'en parler avec des spécialistes. Surtout en sévrage, oui, c'est là que ça peut arriver parce que c'est là où tu prends un petit peu de recul et du coup où t'es pas dans la frénésie de la consommation et du coup tu vas avoir un peu le contre-coup qui va arriver. Les flashbacks et remontées d'acide, ça c'est intéressant aussi parce que c'est pas encore prouvé scientifiquement. C'est-à-dire que, mais bon, il y a eu tellement de retours de la part des usagers que c'est difficile pour moi de dire que ça n'existe pas, mais donc le cas il n'est pas encore statué, donc c'est intéressant parce que ça montre qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir. Et donc effectivement, il paraît que ça existe, c'est-à-dire d'avoir un retour des sensations d'un trip alors que tu es dans ta vie normale, que tu fais autre chose. Et voilà. Donc, comment je peux t'aider pour la personne qui vit la déréalisation? C'est compliqué, mais franchement, c'est honnête ce que je vais dire là, le mieux c'est de trouver un bon psychologue ou une personne en qui tu peux avoir confiance, beaucoup parler, expliquer, savoir que tu n'es pas seul en fait, qu'il y a des gens qui ont déjà traversé ça, qui peuvent t'aider. Tes proches, bien entendu, ils peuvent t'aider. Reprendre goût aussi à la vie, entre guillemets, c'est-à-dire faire d'autres activités, se garder occupé, faire des choses qui te plaisent, trouver du plaisir dans des petites choses, développer un art ou une passion. Voilà, et on va mettre un terme à ce live, mais une dernière chose avant qu'on se quitte, c'est si vous êtes sous psychotrope et particulièrement le LSD, c'est vrai que si vous êtes dans un bad qui est très persistant, très, très intense, où vous êtes vraiment dans un état de mal-être profond, il est vrai que pour le coup, avoir donc un benzo sous la main, du type Prozac, ça peut vous aider à diminuer l'intensité du trip, du voyage, et du coup à vous permettre de mieux le contrôler, de revenir un petit peu dans le monde réel et de ne pas passer au final, de mettre un terme à ce bad. Voilà. Bon, écoutez, ça fait à peu près 1h30 si on compte la petite coupure technique. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'en referai sûrement, c'est sûr. Je vais aussi essayer aussi de faire d'autres vidéos pour continuer un petit peu ça. Pas que sur les drogues, parce que j'ai aussi d'autres intérêts.
notamment sur l'histoire des drogues. On reste un petit peu dans le sujet, ou sur d'autres personnages, mais bref. Mais en tout cas, il y en aura d'autres, ça c'est sûr. Et c'est cool si ça vous a plu. Donc on se dit à la prochaine. Ciao les gars. Peace.